pour qu'il m'édifie sur Isaac. C'est un institut qui finance les artisans chaque fois qu'ils ont envie d'aller à la foire. Je l'appelle de la perfusion nationale. Quand est-ce que ça va s'arrêter ou bien c'est un budget d'État qui est mis à disposition chaque fois? Si c'est le cas, je tire sur la sonnerie d'alarme pour dire que c'est un mauvais service rendu à l'artisanat. Si ce n'est pas le cas, qu'il m'explique le fonctionnement de cette assistance-là aux artisans du Congo. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Et le modérateur, s'il vous plaît. Au Cameroun, il y a beaucoup d'associations. Je voulais savoir, il y a beaucoup d'associations et il y a la Chambre des métiers. Je voulais... Cameroun. Ouais, je reprends. J'ai dit au Cameroun, il y a beaucoup d'associations et la Chambre des métiers. Je voulais comprendre qui joue le rôle d'interface auprès de l'État. Et si c'est le cas, que ce soit les organisations professionnelles, comment l'État fait pour être impartial face aux multitudes d'associations? Ça, c'était la première question. La dernière question, en Afrique centrale, c'est le système de confédération et fédération. Et en Afrique de l'Ouest, c'est le système des chambres consulaires. Les chambres consulaires représentent les intérêts généraux du secteur. Comment faire pour avoir une jonction, pour avoir un système harmonisé au niveau du CODEPA? Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur. Donc, monsieur le secrétaire général, lorsque vous avez fait une présentation assez détaillée de notre organisation, vous avez livré une information qui doit tous ici nous réjouir, parce que vous avez annoncé l'acquisition du financement pour la protection sociale des artisans. Je crois que voilà un des chevaux, en cas de bataille, sur lesquels nous nous sommes attelés depuis des années. Moi, je me rappelle que la protection sociale des artisans a été le thème central de la conférence de Niamey tenue en 2014. Ce même thème est revenu en débat en 2016 à Abidjan. Et qu'entre-temps, en tout cas, des actions ont été initiées aussi bien au niveau du secrétariat général du CODEPA que de la présidence en exercice, donc de notre organisation. Je veux savoir ce financement à qui. En fait, si vous avez, vous, réfléchi tout de suite en quoi elles vont consister et comment gérer toutes les préoccupations au niveau des États, parce que je pense qu'il y a des particularités. Quelle approche allez-vous adopter pour que, effectivement, ce financement soit utilisé à bon escient et que cette question de protection sociale des artisans soit désormais une réalité? Je reprends la question. C'est bon. Il en est de même, je crois qu'en plus de cette information, vous avez parlé de financement acquis pour beaucoup d'autres projets. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le modérateur, quand il parle de l'adhésion des États à ce genre d'organisation. Il y en a tout de suite parmi les responsables au sommet qui ne comprennent rien d'autre que de poser la question de savoir en fait qu'est-ce que cela va nous rapporter. Je pense que cette information est importante et nous avons besoin de savoir quels sont les projets donc, qui ont acquis le financement. Rappelez-vous qu'en marge du CIAO en 2014, un cadre a été créé au cours duquel donc, nous avons eu des échanges et vous nous avez demandé de produire une situation, en tout cas un état des lieux, une présentation de l'évolution de la mise en œuvre de nos politiques nationales de l'artisanat. Et à l'intérieur de tout cela, il y avait un certain nombre de projets que nous avons soumis dans l'espoir que le CODEPA allait nous trouver des financements. Je veux savoir s'il s'agit de ces financements, qu'est-ce qu'il en est, surtout pour ce qui est du Niger, s'il y a quelque chose que je peux rapporter à la maison. Donc, l'intervention que je vais faire maintenant, c'est juste une observation par rapport à deux exposés. J'ai entendu quand mon collègue de Mauritanie a exposé,
Il parle de microcrédit, donc notamment aux femmes artisanes, et sur le financement du budget national, sur le financement de l'État. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Nous cherchons toujours les conditions pour que l'artisanat soit financé. Mais quand on parle de microcrédit, tout ce qui n'est pas un appui direct, et c'est pas pour lequel on n'attend pas de retour, notamment les crédits, je dis que ça risque d'être une mauvaise expérience s'il s'agit de crédit. Parce que je ne vois pas l'État en train de courir derrière les artisans pour leur réclamer, en tout cas, remboursement de crédit que leur a fait. Nous avons vécu une expérience ici au Niger. Ce n'était même pas l'État qui accordait des crédits, c'était des projets financés par des partenaires, mais l'État nous a rappelé pour dire que non, ce n'est pas la vocation des projets de développement. Alliez-vous plutôt aux organisations de crédit, les systèmes financiers décentralisés. Donc je pense que s'il y a un financement par crédit opéré par l'État auprès des artisans, ça risque d'être un échec. Le deuxième commentaire et le dernier que je voulais faire, c'était par rapport à l'intervention du Tchad. Moi, j'ai voulu qu'il m'explique. Il parle d'une direction générale de l'artisanat. Mais que cette direction générale de l'artisanat est ancrée au sein d'une simple direction chargée du développement du tourisme et de l'artisanat. Je trouve qu'il y a une confusion institutionnelle, monsieur du Tchad. Donc, je veux que vous m'éclairez. Merci. Niger 2. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre la question au Tchad, là, s'il vous plaît. En tout cas, c'est au Tchadien que j'ai posé. Pour reprendre la question, c'est-à-dire dans son exposé, il a parlé de l'ancrage institutionnel par rapport à l'artisanat. Il disait qu'à un moment au Tchad, il y avait eu une direction générale qui s'occupait de l'artisanat. Mais qu'au cours d'une réforme, cette direction a été cassée pour créer une simple direction chargée du développement du tourisme, je crois, et de l'artisanat, au sein de laquelle se trouve une direction générale chargée de l'artisanat. J'ai dit qu'il y a une confusion institutionnelle. Une direction générale ne peut pas être ancrée dans une simple direction. À moins que lui-même il se soit mal expliqué, je veux avoir des éclaircissements. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le modérateur. Donc, moi, ma question est la suivante. Le CODEPA a-t-il un site sur lequel on peut avoir le calendrier de toutes les manifestations commerciales des pays membres? Deuxième question. J'ai remarqué cette fois-ci, il n'y a pas de présentation des institutions financières par rapport à cette 9e conférence. Je vous remercie. Congo-Brazzaville. Merci pour la parole, Monsieur le Secrétaire général. Cela me réjouit qu'aujourd'hui, que le Secrétaire général du CODEPA soit ensemble avec le représentant de la CEAC. Parce que je vous le rappelle, en 2012, à Brazzaville, le CODEPA avait signé un mémorandum d'entente avec la CEAC. Je souhaiterais savoir quel est le niveau d'exécution de ce mémorandum. Est-ce que le secteur de l'artisanat a été intégré dans la politique économique de la communauté économique des États de l'Afrique centrale? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le modérateur. Je m'en vais d'abord remercier tous les intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui pour le niveau des débats. Et je voudrais poser une question à l'endroit du représentant de la CEAC, notamment en termes de plaidoyer pour nos pays qui souffrent aujourd'hui du fait que le prix du baril est diminué. Comment faire pour que l'artisanat puisse être le fer de lance de l'économie, sachant que nous avons observé qu'à chaque fois qu'il y a crise, le secteur de l'artisanat est toujours en développement. Mais que faire exactement au niveau de la CEAC ou au niveau du CODEPA pour que cela soit pris en compte par nos autorités? Merci.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Excusez-moi, la question m'est arrivée juste un peu après. Je la pose directement à monsieur le secrétaire général du CODEPA et même aussi au président de la CA. J'ai constaté que dans les différents exposés que nous venons de suivre, les différents pays, vous allez constater avec moi qu'il y a des dissensions sur le cadre de développement des pays membres du CODEPA. Certainement, pour certains, leurs États, leurs gouvernements ont dû mettre du poids, des fonds pour le développement de ces artisanats. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas, où ils ont des attentions tournées vers autre chose. Mais quelle est la politique du CODEPA? Ou quelle sera la politique de la CAC pour que tous ces pays-là qui sont membres de ces organisations puissent être au même niveau, c'est-à-dire quant à ce qui concerne les interventions financières, par exemple, ou sur le plan de formation, quelle est la politique prévue par ces deux organisations pour que les pays qui sont encore retardés puissent remonter leur niveau de développement? Je vous remercie. Yes. My name is Franklin Glover from Ghana. Ghana, yes. A quick contribution. In the course of the presentations, there was issue raised with regards to the integration of policies and strategies. Going forward, I believe that CODEPA should be able to coordinate the various policies and strategies so that we can have a common front and policies that will regulate the various countries with regards to the operations of handicrafts. And also having established laws that regulate the operations of handicrafts. So the integration of policies and strategies, and number two, the establishment of regulatory laws that covers all. Sorry? I should go over again. Okay. Right. What I'm saying is that we raised the issue of the integration of policies and strategies. And I'm looking forward that CODEPA would coordinate the various policies that have been presented by the various countries and others who do not have, so that at the end of the day, we'll have a common front and policies running in particular countries, though we may have differences. So far as our countries are concerned, there should be some common traits running through. And the second is established regulatory laws that should guide the operations of handicrafts operators or enterprises across the countries in Africa. Thank you. Bien, merci beaucoup pour les collègues qui ont posé des questions. C'est très bien pour Monsieur, nos échanges. Il y a une petite question, s'il vous plaît. Ah, vous avez une question? Oui. S'il vous plaît, je pose la question d'abord pour le CODEPA. Est-ce qu'en faisant des réunions des experts, en faisant des études, et faire sortir des dynamiques de développement régional par pays, il n'est pas nécessaire que le CODEPA puisse avoir des formalités d'intervention chez les États par la création de certains lobbying pour appuyer les directions de l'artisanat pour que ces dynamiques de développement puissent être appliquées, même en trouvant aussi des financements par rapport aux bailleurs, aux partenaires techniques. Tout cela, ça permet qu'on ne passe pas des dynamiques de développement qui ne seront pas appliquées à cause de moyens de financement ou à cause des politiques qui ne sont pas incitatives par les États. D'autre part, en termes de propositions et de recommandations,
Je propose par exemple qu'il y a la diversité. Il y a certains États qui ont des centres de formation professionnelle de l'artisanat, certains qui ne l'en ont pas. Avec ces diversités de centres, est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une harmonisation d'une structure africaine de formation de l'artisanat qui soit gérée par exemple par la CODEPA, mais qui puisse avoir des antennes dans chaque État pour que la formation doit avoir un appui structurel et organisationnel de cette organisation qui représente tous les Africains. Je vous remercie. Merci. Donc, comme je disais tantôt, merci pour tous les collègues qui ont posé des questions. Donc, nous allons continuer nos échanges en passant maintenant la parole à ceux à qui les questions étaient destinées pour les premières réponses. Et à côté, s'il y a d'autres qui ont une information complémentaire pour compléter les réponses données par les premières cibles des questions, disons, la parole leur sera aussi donnée. Bien. Donc, nous allons prendre les questions dans l'ordre. Donc, je vais d'abord les questions de nos collègues de Mali, parce que les premières interventions, c'était plus des commentaires, des contributions. Donc, c'est le Mali qui a commencé. La Côte d'Ivoire avait posé une question. Oui. Donc, on va commencer par la Côte d'Ivoire qui avait posé une question sur les agences de promotion. La question était adressée au Tchad. Alors, est-ce que monsieur du Tchad... Oui, oui, je suis là pour apporter un éclaircissement. D'accord. Il avait posé la question sur l'Agence nationale de développement de l'artisanat. C'est ça. Et d'autres agences auxquelles le gouvernement a fait fusion, comment il gère l'artisanat. Et l'Agence nationale de développement de l'artisanat est un organisme sous tutelle du ministère qui doit travailler pour accompagner les artisans dans le développement, dans la promotion de l'artisanat au Tchad. Mais cet organisme n'a pas fait long feu et le gouvernement a décidé de dire qu'il ne supprime pas l'agence, mais que l'agence et les deux autres organismes sous tutelle doivent faire fusion parce qu'il y a la crise financière et économique dont l'État n'arrive pas à supporter et puis subventionner trois organismes sous tutelle dans un même ministère, c'est impossible. Donc c'est la raison que le gouvernement a donnée pour supprimer ces trois organismes et puis en faire une fusion pour donner la dénomination Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts. Voilà un peu la nouvelle dénomination dont ils ont fait passer le projet de loi au niveau de l'Assemblée, que l'Assemblée a adopté cette loi et que le décret d'application même est déjà signé par le président de la République. Il ne reste qu'à nommer les responsables. Et je ne sais pas, quand on dit développement, promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, je ne sais pas qui va occuper ce poste et quel impact va avoir sur l'artisanat, ça je ne sais pas. Pour moi, c'est que quand je dis ça, c'est pour que au niveau de la plénière ou bien le CODEPA et puis les autres partenaires qui sont là, d'écouter et puis bon, peut-être que dans les jours à venir, ils peuvent faire le plaidoyer au niveau du gouvernement pour que le cas de l'artisanat soit revu, peut-être. C'est dans ce sens-là que moi j'ai dit ça. Je voudrais maintenant faire une pierre deux coups. Expliquer aussi le problème de l'organigramme du ministère, c'est-à-dire l'ancrage institutionnel. Avant le ministère, dans l'organigramme qui a défini l'autre là, il y a le secrétariat général du ministère
Il y a la direction générale de l'artisanat, il y a la direction de l'artisanat et la direction de la formation professionnelle et de perfectionnement artisanal. C'était bien défini. Maintenant, avec le changement que ce n'est plus maintenant le ministère du développement touristique et de l'artisanat d'antan, mais c'est le ministère actuel, c'est le ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Le secrétariat général existe, mais la direction de l'artisanat à part entière n'existe pas. Ils ont fait fusion avec l'ex-direction de tourisme et la direction de l'artisanat en une seule direction générale qui est dénommée Direction générale du développement touristique et de l'artisanat. J'avais bien dit, je ne voudrais pas entrer dans les détails pour perdre du temps et mes collègues ne m'ont pas bien compris. Et dans la suite maintenant, il existe toujours la direction de l'artisanat. La direction de l'artisanat vient après la direction générale du développement touristique et de l'artisanat et la direction de l'artisanat qui est avec ses suites de services, des centres artisanaux, de centres de formation et autres, tout ça. Voilà un peu l'ancrage politique actuel du ministère. Et donc merci, on a bien compris. Vous avez suivi. Et aujourd'hui s'intéresse à Isaac. Comme je l'ai dit en amont, le Congo dispose d'un fonds d'intervention et de la promotion de l'artisanat qui existe depuis 1986, période au cours de laquelle le secteur artisanal a été pris en charge par les pouvoirs publics. Mais le FIPA, le Fonds d'intervention pour la promotion de l'artisanat, dans certaines de ses dispositions, ne permet pas à l'État de financer individuellement un artisan. C'est pour cette raison, ayant pris en compte les besoins exprimés par les artisans et ayant aussi des difficultés d'organisation, l'État, je parle bien du Congo, l'État a proposé le projet Isaac, qui est une solution innovante pour le financement des activités artisanales. Au fait, Isaac, il s'agit d'un financement participatif. Ce n'est pas de l'assistanat comme tel. C'est l'artisan qui va bénéficier d'Isaac doit être partie prenante au projet, c'est-à-dire être membre et avoir cotisé. Et le financement dont il s'agit, au fait, n'est qu'un prêt qui, dans une période définie, appelle à un remboursement. Donc c'est cette union-là qu'on fait entre le FIPA et Isaac. Le FIPA, c'est l'État qui prend de l'argent et qui finance les activités des artisans, pas d'un artisan. Quand un artisan veut s'équiper ou bien veut aller en formation, le FIPA n'intervient pas. Il faudrait qu'il y ait un groupe d'artisans qui voudra aller en formation. Dans ce cas, on fait intervenir le FIPA. Il faudrait qu'il y ait un groupe d'artisans qui souhaiterait acquérir du matériel, le FIPA intervient. Et donc, pour contourner la difficulté, on a dit, nous mettons en place un projet où l'État apporte de l'argent, mais les artisans eux-mêmes doivent être membres et avoir cotisé pour pouvoir bénéficier d'un prêt. D'accord, c'est bon. Je vous remercie. Merci, c'est bon. OK. Et il y a une question qui a été posée donc, en direction du Cameroun par le deuxième collègue du Mali. C'est par rapport quelle est la structure qui fait l'interface avec l'État. D'accord. Merci, Monsieur le Président, de nous passer la parole. On a présenté la loi dans les grands traits, parce que la loi définit l'artisanat. Il y a celle de 2010 qui a été revisitée et qui fixe les modalités d'application de cette loi. Et vous imaginez que s'il y a un cadre réglementaire qui se met en place, ça veut dire que les rôles des uns et des autres sont bien définis. Maintenant, je passerai très rapidement la parole à M. Tchangou, qui est président de la Charte, une association qui a été citée. Il est aussi le président des artisans, du Cameroun. Donc, il vous donnera un peu plus de précision. Merci. Bien, merci Madame le Directeur. Merci également à Monsieur le Modérateur et à Monsieur le Secrétaire Général du CODEPA. Bref,
En effet, le Cameroun a eu à peu près la même démarche que le Burkina Faso, parce que c'est depuis les années 2004 que le Cameroun aurait bien voulu mettre sur pied sa chambre de métier. Mais étant donné que les artisans n'étaient pas suffisamment mûrs, l'État a pensé coller à la chambre de commerce, qui est une des institutions gouvernementales de notre pays, une section dédiée complètement au développement de l'artisanat. Cette section, pour le moment, dans l'État du Cameroun, joue le rôle de la Chambre des métiers du Cameroun. Alors, il y a des associations qui sont créées de part et d'autre, mais la nouveauté est que depuis l'avenir de la CAPEAC, toutes ces associations-là, sous le gide de notre ministère de l'Artisanat, se sont accordées pour fonder une seule fédération des artisans du Cameroun. Et à la suite de cette fédération, l'État verra dans les années à venir comment instituer la nouvelle chambre de métier. Je vous remercie. Merci beaucoup le Cameroun. Merci beaucoup le Cameroun. Nous allons passer maintenant la parole au secrétaire général pour répondre à plusieurs questions qui étaient posées en direction du CODEPA, notamment pour notre collègue du Mali. Monsieur le secrétaire général. Du Niger, plutôt. Voilà, merci bien, monsieur le modérateur. Alors, par rapport à la question du directeur général de l'artisanat du Niger, sur la question de la protection sociale, le financement de la protection sociale et des politiques nationales de développement de l'artisanat, je voudrais rappeler que lors de la conférence de Niamey et de la Côte d'Ivoire, il a été, des résolutions ont été prises dans ce sens. Il s'agit de faire une étude sur la protection sociale, sur l'extension de la protection sociale aux artisans. Et donc le financement dont je vous ai parlé, en fait, comment ça s'est passé? Ça veut dire que les ministres nous avaient demandé de rentrer en contact avec l'Union africaine pour voir dans quelle mesure il fallait mobiliser des ressources financières et techniques pour pouvoir mener cette étude. C'est là que, dans nos échanges avec l'Union africaine, il est ressorti que cette étude sera financée en partie par l'Union européenne. Et donc, il s'agit de l'étude. Il ne s'agit pas de l'application même de la protection sociale dans les différents pays. Il s'agit de l'étude. Puis cette étude doit nous amener à avoir un package de bonnes pratiques en matière de protection sociale que nous allons proposer aux États. C'est ainsi que dans les travaux préliminaires avec l'Union africaine, après la rencontre d'Alger, nous avons décidé d'identifier 4 pays pilotes, dont l'Union européenne va nous accompagner à aller évaluer leur politique en matière de protection sociale aux artisans, puisqu'il en existe. Et il y a des études, en partenariat avec l'OIT également, l'Organisation de l'International du Travail, pour pouvoir, à la suite de cette évaluation, nous allons organiser un atelier international qui va regrouper aussi bien les chambres des métiers, les directeurs de l'artisanat, les structures en charge de la protection sociale, qui sont les ministères et les services techniques des affaires sociales et de la protection sociale, au cours d'un grand séminaire. Ce séminaire permettra de ressortir au cours des échanges, ressortir vraiment un package de bonnes pratiques que nous allons soumettre à une conférence des ministres. Et l'Union africaine souhaiterait que cet atelier-là ait lieu avant la prochaine conférence en 2018. Donc nous sommes à ce stade-là. Voilà. Bon, en ce qui concerne le financement des politiques nationales, je crois que ce n'est pas en 2014 que nous avons procédé à l'évaluation des politiques. C'est au sortir de la conférence de Côte d'Ivoire que les ministres nous avaient demandé de faire une évaluation des politiques, des dynamiques nationales depuis la conférence de Yaoundé en 2010. Donc, de 2010 à 2015. Et c'est ça qui nous a amené à vous envoyer des fiches d'information. À l'issue des fiches d'information, les renseignements que nous avons collectés, nous avons eu une première rencontre en 2016 à Mal du Siao. C'est plutôt en 2016, à Mal du Siao, où chacun a apporté quelques éléments que nous avons pris en compte pour vous donner, je crois que demain on va vous donner de nouvelles dynamiques. C'est-à-dire qu'à partir de la rencontre de Ouaga, nous avons essayé de revoir les dynamiques nouvelles en prenant en compte vos
vos amendements et autres là. Et ce sont ces dynamiques-là que nous allons vous soumettre demain. En plus, il y aura de nouvelles dynamiques que nous allons proposer et un programme prioritaire 2018-2020. Demain, je vais revenir là-dessus. Voilà. Bon, la deuxième question du Niger, c'est concernant une liste, un site où est répertorié les calendriers des événements. Bon, je crois que les responsables des foires et salons sont là. Nous leur avons adressé une correspondance pour que chaque responsable des foires et salons nous donne une périodicité, nous donne des dates de leur foire. Bon, il y a certains qui ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Bon, nous connaissons le CIAO, nous connaissons la périodicité du CIAO, ça, il n'y avait pas de problème. Bon, le SAFAM a répondu. Bon, certaines foires n'ont pas répondu. Et donc, je crois qu'à leur rencontre de demain, ils vont s'entendre pour nous donner quand même une certaine périodicité pour que les foires ne se chevauchent pas. En fait, l'idéal pour le CODEPA, que les foires ne se chevauchent pas, afin de permettre aux artisans de pouvoir aller d'une foire à une autre sans difficulté. Donc, il reste cette liste-là à faire et nous pensons que demain, au cours de la rencontre, ils vont pouvoir nous trouver quelque chose pour que nous puissions mettre ça sur leur site. Parce que notre site a été retravaillé et bon, il est vraiment performant actuellement. Nous aimerions avoir beaucoup plus d'informations à la disposition des artisans et des partenaires techniques et financiers. Attention encore, présentation des institutions financières. Bon, la présentation, bon, il y a c'est le Niger toujours qui demande pourquoi il n'y a pas des institutions financières et autres à cette rencontre. Bon, ils ont eu tous des invitations, hein, c'est en fonction de leur calendrier. Je prends le cas de l'UEMOA, vous savez qu'ils viennent de procéder des changements des commissaires et tout ce qui s'ensuit, donc ils sont en pleine situation. Donc sinon, ils devaient même intervenir au cours de la réunion des experts. Mais bon, compte tenu, la BAD a été invitée, la SADC, je ne sais pas si la SADC est là, la CAC est là. Bon, la CEDEAO est un peu lourde à travailler, je crois que le Niger en sait quelque chose. Voilà. Donc, sinon, ils ont été invités. Maintenant, bon, voilà. Je vais être bref. Ensuite, qu'est-ce qui me concerne encore? Bon, ouais, je vais laisser à la CAC de répondre le plaidoyer, l'état d'exécution de ce mémorandum. Ok. Merci. Hein, donc, nous continuons toujours à gérer notre temps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps qui nous reste. Il faut qu'on fasse un point rapide sur les recommandations. Bien. Vous avez dit que vous n'avez plus de temps. Je vous fais remarquer que vous n'en avez même plus. Vous avez parlé de 17h30. Moins 10 minutes, ça peut aller? Accordez-nous 5 minutes. Ok, d'accord, voilà. Bien, donc pour répondre aux questions posées par rapport à, je crois que c'est le collègue du Congo, hein. Bien, donc en effet, en 2012, donc, on a signé ce mémorandum. Alors, ça nous a permis de faire, disons, de faire la promotion au niveau politique du secteur de l'artisanat. Monsieur le secrétaire général est venu à Libreville rencontrer le secrétaire général et le ministre quand le Gabon assurait. Voilà. Donc, ça nous a permis de finaliser le processus politique jusqu'à arriver à avoir une décision des chefs d'État sur sur le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique centrale. Hein. Donc nous avons besoin de ce cadrage politique-là aujourd'hui pour faire tout ce que nous avons commencé à faire. Et c'est aussi, disons, ce partenariat-là avec le CODEPA qui nous a amené à avoir les résultats que j'ai présentés par rapport, disons, au programme. Maintenant, s'il y a d'autres éléments un peu plus détaillés, on pourra vous les communiquer. Maintenant, pour la collègue aussi du Congo qui demandait comment faire. Alors, nous avons commencé le plaidoyer. Vous savez, vous tous ici, vous avez eu vraiment une expérience sur ces questions de l'artisanat. Ce n'est pas facile, hein, parce que tous les collègues qui sont dans les ministères de l'économie, dans les ministères des finances, qui sont même au niveau de vos ministères, quand nous partons d'école, personne ne nous dit que l'économie de l'artisanat peut avoir une place prépondérante dans les programmes de développement de nos États. Sinon, on n'en serait pas là. Il faut convaincre, il faut faire du plaidoyer, il faut parler, parce que les gens sont formés pour regarder que l'économie moderne, si je peux dire comme ça. Donc, nous avons pensé qu'il faut qu'on continue à produire surtout des données chiffrées, entre autres,
pour essayer de convaincre, parce qu'il nous faut faire le plaidoyer. Et je parlais des pauvres ministres de l'artisanat. Quand je dis pauvres, hein, c'est entre guillemets, ils font ce qu'ils peuvent. Mais moi, je pense que dans ce que nous sommes en train de faire à la CEAC, nous sommes en train de chercher à ouvrir au ministère de l'économie, au ministère des Finances, pour que eux qui ont la clé, vous savez comment fonctionnent les pays, ce n'est pas vous que je vais vous répéter ça. Vous avez le ministère des Finances, vous avez le ministère des Relations extérieures, vous avez le ministère de la Défense. Ceux-là parlent aux chefs tous les soirs. S'ils ne sont pas convaincus, notre travail sera vain. Voilà pourquoi nous sommes en train d'ouvrir le secteur à ces ministres-là. Et dans le cadre de l'Afrique centrale, il y a cette conférence que nous attendons sur l'économie de l'artisanat qui devrait avoir lieu en début septembre à Libreville. Et ce serait l'occasion de continuer ce plaidoyer-là. Maintenant, on peut aller encore plus loin pour échanger là-dessus. Et je voudrais aussi profiter pour qu'au niveau des États, comme j'ai dit, que ceux qui étaient là avant les indépendances, ils avaient en face des gens qui n'étaient pas de leur famille, qui n'étaient même pas dans le quartier, qu'ils n'avaient jamais même rencontrés. Nous avons la chance d'avoir des gens avec qui nous parlons la même langue, nous avons la même culture, ils viennent de quartier, nous devons tout faire pour les convaincre. Donc ce plaidoyer-là, c'est ensemble qu'on doit le faire. Bien, il y a plusieurs questions qui ont été posées par rapport, par rapport aux collègues de la RDC. Il y a beaucoup d'éléments que vous avez donnés là qui vont faire partie du programme même de développement du CODEPA. CODEPA existe, mais il faudrait un envol du CODEPA. Et pour qu'il y ait un envol du CODEPA, tout ce que vous avez dit là, harmoniser les financements, rencontrer les partenaires techniques financiers, ça fera partie du programme de développement du secrétariat du CODEPA. Déjà ici, il faut féliciter que tout ce que vous voyez ici, quasiment, c'est 2 personnes qui travaillent. Ce n'est pas possible que 2 personnes puissent porter une question aussi large. Donc il faut qu'on pense que tout ce que nous sommes en train de dire là fera partie du programme de développement du CODEPA. Et c'est aussi l'approche au niveau de l'Union africaine. Quand on a des institutions comme le CODEPA, le rôle c'est l'harmonisation. Donc nous allons arriver à l'harmonisation, arriver également à l'intégration. Vous avez vu que sur le kakemono qu'ils ont mis devant là-bas, ils ont dit que l'artisanat est un outil de l'intégration africaine. Et ce qui est vrai en fait. Et vous avez vu un peu comment, dans les échanges ici, les points de vue se rejoignent. Maintenant, il faut traduire